Bon, d'abord bonsoir, je vous ai pas vu, je m'excuse, on est en pleine réunion, ça a pris du retard, vraiment, merci là pour le retard de ce soir. Je voudrais me permettre de parler d'un sujet qui est sensible, l'amitié. L'amitié. Alors, bien sûr, on a Baruch Hashem la modernité, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, c'est beaucoup de réseaux. J'ai 2000 followers, c'est comme ça qu'on dit? Très bien. J'ai 1500 amis. J'ai 3000 personnes qui me suivent. Comme si on pensait que l'amitié, c'était ça. Et ce soir, on va essayer de développer ensemble qu'est-ce que c'est l'amitié réelle. Est-ce qu'il existe une amitié d'abord réelle, une vraie amitié? Pourquoi je vous pose la question de cette manière-là? Parce que lorsque on a des étapes dans la vie, lorsqu'on avance et qu'on fait le bilan de où on est et d'où on est parti, on s'aperçoit qu'on a dit à l'école, à des jeunes, quand on était enfant, on s'est dit on reste amis pour la vie. On a grandi, puis après nos chemins se sont séparés, et puis à la fin, finalement on n'a plus de contact. Ou alors on va se revoir ici et là, chacun a continué sa vie. Et on se rend compte que finalement les amis de départ sont pas nos amis. Parfois ça a été nos amis pendant un moment, et après ça s'est écarté, on s'est séparés, en bien ou en mal, à tort ou à raison. Comment la Torah regarde-t-elle l'amitié? Être ami. Je vais vous raconter une histoire dans la Gemara qui est exceptionnelle. D'ailleurs, je pense avec beaucoup de modestie qu'il faudrait prendre exemple sur cette histoire. Et on va la commencer, on la terminera à la fin du cours. Un jour, il y a un pari entre deux amis. Deux amis. Ils ont fait un pari en disant que le pari était le suivant. Je te promets environ 100 000 euros, c'est le montant qui est dit, si tu arrives à mettre en colère un homme qui est d'une patience exceptionnelle. C'est un pari. C'est qui l'homme en question? C'est Hillel. Alors qu'est-ce que fait l'homme en question? Il dit, je tiens le pari, tu vois, je vais mettre en colère en 2-3 mouvements, ça va le faire. Auto Ayom, ce jour-là, c'était quel jour? C'était la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, été comme hiver, on est toujours en retard. Shabbat, il peut rentrer à 21h, je suis en retard. Il peut rentrer à 16h, je suis aussi en retard. Et donc, tout le monde a ses préparatifs, tout le monde a une attention particulière dans la maison, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis. On est invité, on offre des cadeaux. Tout ça, ça se passe la veille de Shabbat. Et donc, l'homme en question qui a tenu le pari dit, mon idée en tête est la suivante, je vais le déranger juste avant Shabbat. C'est pas mal quand même. C'est le bon moment. Mais pas juste avant Shabbat dans l'après-midi, en début d'après-midi. Juste avant Shabbat, c'est juste au moment où on va rentrer dans Shabbat. C'est les dernières minutes, les derniers instants. C'est pas le moment où il faut nous énerver. D'ailleurs, il y a une parenthèse brève à faire, que dans le couple, lorsque l'homme y rentre à la maison, avant que Shabbat y rentre, il s'y pose des questions à son épouse, il faut qu'il les pose calmement. Pourquoi? Parce que vu qu'on est dans l'empressement, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Il va avoir le feu à la maison. C'est pas le moment, c'est l'entrée du Shabbat. Et donc lui, il est à la maison, il prépare son Shabbat, il est sous la douche. L'homme en question qui tient le pari arrive devant la porte et crie, Hillel, tu es ici? Hillel entend son nom, il est sous la douche, les cheveux mouillés, le shampoing, le savon, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa serviette de bain, il s'habille un tout petit peu, il sort, oui. Il dit, est-ce que c'est bien toi, Hillel? Je dis, oui, c'est moi, Hillel. Est-ce que c'est toi, Hillel, le grand Hillel? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, j'ai une question à te poser. Il dit, mon fils, pose ta question. Bien sûr, on est quelques minutes avant Shabbat. Il dit, est-ce que les Babyloniens, pourquoi la tête des Babyloniens est-elle comme ça? Est-elle si ronde? Alors Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est une grande question, mon fils, que tu as là. Je vais te répondre. Il dit pas, mais ta question, elle est tordue, elle vaut rien, pourquoi tu poses sur des questions, c'est pas le moment. Il le renvoie chez lui, il dit, je vais te répondre. Il dit, parce que les sages-femmes sont à droite de leurs mains. Ok, il entend la réponse, on pourrait rester des heures sur la réponse, c'est quoi cette réponse-là? Il s'en va, il dit merci Hillel, Shabbat Shalom, il part.
Hillel, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison, il enlève sa serviette, il retourne sous la douche. L'homme, il revient 2 minutes plus tard. Il crie, Hillel, Hillel, est-ce que tu es là? Il remet sa serviette, il sort. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à te poser. Il dit, mon fils, pose toutes les questions que tu veux. J'ai une deuxième question, s'il te plaît. Pourquoi les yeux des Tarmodéens sont-ils ronds? Il lui dit, c'est une grande question que tu me poses ici. C'est une très grande question. Il dit, mon fils, c'est parce qu'il vit dans un terrain qui est plein de sable. Alors, pour pouvoir voir, il se crispe un peu les yeux et donc ça fait les yeux ronds. Il dit, merci Hillel, merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Hillel, il dit, bon, c'est bientôt Shabbat. Je rentre sous ma douche. Il rentre sous la douche, l'homme, il revient. Il crie, Hillel. Mais, si on se remet dans le contexte un peu de l'histoire et on le met maintenant dans notre présent. Imaginez quelqu'un, il est à la maison, chez vous. C'est votre fils, votre femme, votre mari, votre père, qui vous voulez. Prenez qui vous voulez. Le voisin, il sonne une fois. Il sonne 2 fois. Il sonne 3 fois. À mon avis, vu la patience qu'on a la veille de Shabbat, il fait pas 1 fois et demie. Il a la même attitude à chaque fois. Donc on est la 3e fois. Il est sous la douche. L'homme, il revient. Il crie à la porte. Hillel, est-ce que tu es là? Il dit oui. Alors il sort, bien sûr, avec la serviette, et ainsi de suite. Il sort l'accueillir. Il dit, mon fils, que veux-tu? Il dit, j'ai une question. Il dit, pose ta question. Il dit, pourquoi les pieds des Africains sont-ils larges? Les questions, c'est des questions tordues. Pourquoi le pied des Africains est-il large? Alors il dit, mon fils, tu as posé une grande question. Il dit, parce que là-bas, ils vivent dans des terres qui sont pleines de marécages. Et pour pouvoir marcher, alors leurs pieds sont devenus comme ça. L'homme, il se rend compte aisément qu'en fait, il n'a pas réussi à le mettre en colère. Alors il est déçu parce qu'il y a un pari de 100 000 euros. Faut oublier le pari. Il y a le pari de 100 000 euros en jeu. Alors il lui dit, Hillel, j'ai beaucoup de questions à te poser. Et je crains que tu te mettes en colère. On a la veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait, Hillel? Il met bien son vêtement. Il s'assied devant lui. On est la minute de Shabbat. Il s'assoit devant lui, il lui dit, toutes les questions que tu veux poser, pose-les. Alors il lui dit, c'est bien toi le grand Hillel? Je dis, oui, c'est bien moi. Il dit, alors je t'en supplie, qu'il n'y en ait pas beaucoup comme toi dans le monde. Alors Hillel dit, pourquoi tu me dis des choses pareilles? Pourquoi tu veux pas qu'il y en ait beaucoup comme moi dans le monde? Alors je vous le fais en cours. Il dit, à cause de toi, je viens de perdre 100 000 euros. J'ai pas réussi à te mettre en colère. En fait, cette histoire-là, elle montre la patience de Hillel, certes, mais elle va juste continuer un tout petit peu sur l'histoire d'un converti. Donc c'est pour montrer sa patience et sa bienveillance. Et là, il arrive un converti qui demande à Shammai de le convertir. Shammai refuse. Hillel accepte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vas prendre la Torah sur un pied, sur une mitzvah, une seule. Il n'y en a qu'une à retenir. Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. Tout le reste de la Torah est accessoire. Tout le reste n'est que l'explication de ce principe-là. Je répète la phrase, tout ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Et voilà que cette phrase-là, que Hillel va prononcer à ce non-juif qu'il va convertir, bien sûr, elle va nous servir pour l'étape du cours de ce soir. Ça veut dire que je veux me lier d'amitié, et une phrase qui est importante, Ravruta ou Mituta, si on n'a pas d'amis, on meurt. Il y avait un jour un film, il y a très longtemps, c'est peut-être l'un des derniers films que j'ai dû voir dans ma vie. Dans le dernier, c'était Titanic. 1998. Merci mon Dieu. Le dernier. C'était seul au monde. Et là-bas, lorsque il se retrouve tout seul sur une île, il a besoin d'avoir un partenaire et il prend un ballon de basket. Il en fait un visage, il discute avec lui. La Gemara a une phrase forte, Ravruta ou Mituta. Si on n'a pas de vie sociale, on meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie sociale? Il dit, Hillel, ce que tu détestes, ne le fais pas à ton prochain. Alors très bien, il y a plein de choses que je déteste et que je peux pas faire à mon prochain. Mais pourquoi finalement je me lierais d'amitié avec cette personne-là?
Qu'est-ce qui justifierait que je me lie d'amitié avec telle ou telle personne? Pourquoi faudrait-il avoir des amis, au-delà que c'est sympathique d'en avoir 2500 sur Instagram, 1 million? Je sais pas comment on fait à communiquer avec 1 million. Déjà, quand je reçois 500 ou 700 ou 1000 WhatsApp par jour, j'arrive pas à communiquer avec tout le monde. Et comment tu fais? Il y a un élève cette semaine, il me dit, Rav, je laisse toujours mon téléphone sur la table, en cours. Alors les élèves, ils voient, il n'arrête pas de s'allumer le téléphone. À la fin du cours, il me dit, Rav, votre téléphone, il n'arrête pas de sonner, il n'arrête pas de s'allumer. Vous recevez plein de messages. Je lui dis, c'est génial, vous avez plein d'amis. Il me dit, moi, si je reçois un message par semaine, je suis heureux. Je lui ai dit, alors si tu veux en échange, je prends ton téléphone et tu prends mon téléphone. Il dit, ah oui, je veux bien, si tu vas vite déchanter. Pourquoi? Parce qu'on va voir que l'amitié, c'est pas recevoir. L'amitié, c'est juste le contraire. C'est donner. J'arrive dans une Mishnah avec vous. On va parler d'amour ce soir. On va même parler des couples. On va parler de hommes et femmes. Il y a écrit dans une Mishnah dans Pirkei Avot, au tout début de Pirkei Avot, une Mishnah qui est très appréciable à lire, mais qu'il faut comprendre. La Mishnah nous dit la chose suivante. Assez les rav, il faut se faire un rave dans la vie. Un rave, tout d'abord, ça oriente, ça sort du doute, ça permet d'entrevoir la vie d'une manière différente de notre œil. Deuxième phrase que demande le rave dans la Mishnah, Ukne les raraver, acquiers-toi des amis. Le mot acquérir des amis est fort. Comment j'acquiers des amis? Et là va être la définition de l'amitié. C'est quoi acquérir l'amitié? Dit le Rambam. Il y a 3 sortes d'amitié. Je vous souhaite que vous avez atteint au moins dans l'amitié le dernier niveau. Je vous souhaite. Si c'est pas le cas, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Premièrement, l'amitié pour ce qu'elle m'apporte. C'est-à-dire, il y a une conséquence à cette amitié-là. On va les développer dans un instant. Deuxième, c'est l'amitié qui me rend serein, tranquille dans la vie. On va le développer après. Et enfin, il y a l'amitié par excellence, un niveau suprême. Ce qu'on va appeler ce soir la véritable amitié. Alors, c'est quoi l'amour, l'amitié en tout cas, ou l'amour pour une conséquence, c'est-à-dire que j'ai besoin de cela. 2 associés dans le business. J'ai besoin de toi. Tu me sers à quelque chose. On est 2 amis, on est 2 partenaires. Tu m'apportes un soutien. Le roi avec ses fidèles, avec ses sujets, ou le président avec les habitants d'un pays. C'est une amitié, certes, mais parce qu'il y a une conséquence. Le roi, le président a besoin des habitants. Pas? C'est pas une amitié, ça. Et pourtant, on fait tout ça. On s'associe. Allez, on s'associe. Très bien. Deuxième sorte d'amitié, la menoura. Tu es mon confident. Je me confie à toi. Je me libère à toi. Je me sens tranquille. Tu m'apportes également quelque chose. Avec toi, je te dis tout. On se dit tout. C'est également une amitié, mais de sérénité. Il y en a qui disent pas tout, hein, mais avec certaines personnes, à lui, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie. C'est pas ta meilleure amie, c'est pas vrai. C'est une amie. C'est une amie. C'est un ami. L'homme et la femme. Mari et femme. On arrive à ça. Tu dis je t'aime à ta femme. Tu dis pas je t'aime à ta femme parce que tu l'aimes. Il y avait une phrase très belle d'un maître qui disait si tu aimes la pomme, pourquoi tu la manges? Si tu aimes la pomme, tu la laisses tranquille la pomme. Non, tu aimes ce que la pomme te procure. Donc c'est toi que tu aimes. Imagine, j'aime mon ami, donc je le mange. Mais mon ami, bah tu m'as mangé, il y a plus d'amitié. Non. On peut encore sortir, hein, si vous voulez. Très bien. Troisième niveau
Donc, pardon, je reviens dans le deuxième niveau. L'homme et la femme. Il dit le Rambam, l'homme et la femme. On est amis. On est amoureux. Mais je t'aime parce que j'attends quelque chose de toi. Tu me rends serein, tu me rends tranquille. Je me confie à toi, je te partage mes angoisses. Ça me détend. D'accord. Ok, très bien. C'est bien. Razak. L'amour véritable, c'est lequel? C'est que tous les deux, ensemble, ont un objectif commun de faire le bien. Tous les deux. J'ai pas plus à recevoir, mais tous les deux, on va tendre vers cet objectif ensemble. Et chacun, il veut aider l'autre à accéder à ce bien-là. Ça, c'est l'amitié véritable. Quand on est associé, je veux gagner des bénéfices. Je veux pas que tu gagnes. Je veux gagner. Alors effectivement, on va dire, je veux qu'on gagne. Mais la finalité, c'est ce qu'il y a sur mon compte en banque, hein, c'est pas ce qu'il y a sur notre compte en banque. Et d'ailleurs, toutes les histoires de business, elles tombent à l'eau, ou elles s'effritent, ou malheureusement, parfois, elles sont entachées parce que on s'est fait la guerre à la fin. Tu as pris plus, j'ai pris plus, tu t'es pas donné à fond, je me suis donné à fond. Des fois, on est en train d'évaluer combien on a mis dans l'amitié, combien on a jaugé l'amitié. Et souvent, on est déçu de l'amitié parce qu'on a donné, mais on n'a pas reçu comme on a donné. Mais c'est également une fausse amitié, ça aussi. Je suis pas sincère. J'attends de recevoir. La véritable amitié, il dit le Rambam, Oev Ma'ala. C'est quoi l'amitié suprême, avec un niveau? C'est lorsque les deux, ils ont l'intention ensemble de tendre vers le bien et que chacun veut de son ami qu'il puisse atteindre ce bien-là. Je veux que toi, tu aies ce bien-là. Je veux absolument que tu y arrives, toi. À mon sens, ce que l'Agmara va dire ici, dans cette phrase-là, c'est que finalement, il y a dans l'étude, on rencontre cela. Un rave avec son élève, un professeur dans une classe. Qu'est-ce qu'il souhaite? Je veux t'aider. Je veux absolument que tu y arrives. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tous les moyens en place pour que tu y arrives. Oui, c'est une amitié sincère entre bien sûr, on va pas dire on est amis entre un élève et un professeur, mais c'est ce que la Torah dévoile en termes d'amitié. C'est une relation entre deux êtres qui tendent vers le bien dans l'objectif que moi, je vais t'aider à obtenir cela. Pas qu'est-ce que tu m'apportes. Alors maintenant, je rejoins les deux précédents. On peut conjuguer les trois. On peut. On peut avoir des amitiés comme si. On peut même dans le couple avoir les trois styles d'amitié. Ma femme apporte quelque chose. On est associés. Et à nous, on est associés. On achète la maison ensemble. Ton salaire, mon salaire. C'est bien. Très bien. Mais j'ai besoin de toi. D'accord. Après, on peut se dire que c'est ma menoucha. Ça veut dire que c'est ma tranquillité. Chérie, je dois te confier quelque chose. J'arrive pas à dormir cette nuit. Tu t'es vidé. Elle va pas dormir. Toi, tu vas dormir. D'ailleurs, c'est écrit dans les lois des couples qu'on ne dit pas une mauvaise nouvelle à sa femme avant d'aller dormir. Et vice versa. Hein. Parce qu'après la nuit, tu fais pile et tu fais face, et au réveil, c'est la guerre. Il faut rien dire des fois. Voilà. Comment dans ces choses. Et troisième point, c'est tendre vers le bien pour l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là pour qu'elle atteigne son objectif? Voilà le point crucial que dit le Rambam. Uknelera raver, acquérir un ami. C'est ce que c'est dire acquérir. C'est soit, d'après une définition, le payer, on est des amis. C'est-à-dire qu'on va essayer de partager quelque chose. Mais soit, l'amitié s'est créée de telle sorte que je suis capable de t'apporter ce que toi, tu n'as pas. C'est ça la définition de l'amitié. Voilà. Et pas qu'est-ce que tu m'apportes. Pas qu'est-ce que tu vas me rendre ou qu'est-ce que tu vas me donner. J'ai raconté un jour une histoire à des élèves qui s'est passée il y a fort longtemps. Fort longtemps. Dans l'école, on est toujours amis avec des élèves. Dans une classe, ça n'existe pas un qui est solitaire. Il y a toujours au moins un ami. Un confident, quelqu'un avec qui partage, un centre d'intérêt, ce que vous voulez. Et dans l'école où j'ai grandi, dont je suis aujourd'hui là-bas, enseignant, il y avait deux élèves qui étaient très amis. Très amis. L'un d'une famille très modeste, très très modeste, et l'autre d'une famille très aisée. L'ami de la famille modeste, il s'est donné corps et âme dans l'amitié, corps et âme.
pour l'enfant de la famille aisée. Est arrivé l'anniversaire de l'enfant qui était très aisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si on est amis, il a demandé à son ami de la famille modeste, si on est amis, je veux une paire de Timberland. Bon, à l'époque, ça coûtait 1000 francs, 1500 francs. Et c'était beaucoup d'argent à l'époque. Maintenant, le garçon de la famille modeste, il va voir ses parents, il dit, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. Il veut une paire de Timberland. Les parents ont dit, pourquoi tu vas faire un cadeau à ce prix-là, alors que toi-même, tu l'as pas pour toi? Il dit, mais c'est ce qui lui manque, je veux lui donner. Et cet ami-là, fidèle à sa parole, il casse sa tirelire avec sa propre économie et il dépense tout l'argent pour acheter une paire de Timberland. Quelques mois plus tard, c'est l'anniversaire maintenant de l'ami de la famille modeste. Et là, c'est son anniversaire. Lui ne s'est pas demandé une paire de Timberland, ni de Nike, ni de je sais pas quoi. Il dit rien, c'est son anniversaire. Vient son meilleur ami de la famille très aisée et il vient avec rien. Alors, à cet anniversaire-là, dont j'étais présent, l'ami de la famille modeste dit, c'est une vraie histoire, il lui dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on déballe les cadeaux, et il lui dit, via son ami de la famille aisée, il lui dit, dis-moi, c'est pas grave si tu as oublié le cadeau, tu pourras me le mettre demain, mais vu qu'on est enfant, c'est neutre, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il lui dit, notre amitié est mon cadeau. Je te fais un cadeau d'être ami avec toi. Cette phrase-là, lorsque on l'entend quand on est jeune homme, enfant, on se dit, bon, ok, on est amis, mais est-ce que l'amitié s'achète réellement? Est-ce que, finalement, je te rends service en étant ami avec toi? C'est ça? C'est ça la définition d'amitié? Deuxième Mishnah. La plus belle. Kol ahava, toute amitié, qui dépend d'une chose, si un jour la chose s'annule, l'amitié s'arrête. C'est pareil pour l'amour. Si tu aimes ta femme pour ce qu'elle te rapporte, on va faire un exemple. Tu aimes ta femme pour la beauté. Bon, quand elle va avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, c'est plus le même éclat qu'à 20 ans, qu'à 30 ans. Si tu l'aimes que pour la beauté, bon, à mon avis, tu passes pas les 40 ans avec elle, 50. Si tu aimes quelqu'un pour son argent, s'il n'en a plus, tu vas laisser tomber. Si tu es ami pour une raison quelconque, demain la raison s'annule, l'amitié s'annule. Donc maintenant dans des amis, on en a beaucoup. Allô, j'ai besoin d'un service. Ah, tu m'appelles parce que tu as besoin d'un service. Donc mon ami parce que je te rends un service. Donc c'est que tu as un temps de recevoir. Combien avons-nous d'amis qui nous ont appelés juste pour prendre des nouvelles de nous-mêmes? Bonjour, je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. J'ai rien à te demander, rien du tout. Juste comment vas-tu? Vous verrez que ça se compte sur le bout des doigts. Il y a plus 1500 followers, il y en a 2, 3, 5, peut-être 10. Combien de gens nous ont appelés juste pour prendre des nouvelles? Bien sûr, ça prend du temps. L'amitié, ça se construit. Et on a dit, il y a 3 degrés. Il y a l'amitié par intérêt, l'amitié par la sérénité, et l'amitié suprême, c'est tendre vers le bien. Je veux absolument faire tendre à l'autre qu'il arrive dans son bien à lui. C'est une amitié sincère. Et la Mishnah nous dit, toute amitié qui dépend d'une chose, si elle s'annule, terminé. L'amitié va s'arrêter. Si la raison disparaît, l'amitié s'arrête. Mais maintenant, toute amitié qui dépend de rien, Enabetela leolam, elle ne disparaît jamais. Et elle reste à vie. Je vais vous poser une question toute simple. C'est joli dans le texte. C'est magnifique. Une amitié qui dépend de rien, on reste amis à vie. À vie. C'est une connexion, ça se fait pas. C'est ça, c'est la connexion. Quand elle dit avoir degré de l'amitié, ça veut dire le degré avec une famille, si on a son autre une fois, deux fois dans la semaine, on se demande comment. On n'est pas encore amis. Pas encore amis. Bien sûr, mais là, c'est du respect. Vous allez voir. Il dit toute amitié, vous allez voir, l'amitié, c'est pas ça. L'amitié, c'est pas se dire bonjour, se dire au revoir, et on n'a aucune animosité envers les autres. Très bien, oui, mais l'ami, ça veut dire avec quelqu'un avec qui je partage quelque chose. Combien de fois même un époux, une épouse, combien de fois il a appelé sa femme dans la journée lui dire bonjour, comment tu vas?
Juste ça. Allô, t'as appelé la banque. Allô, t'as fait ci. Allô, t'as fait ça. Combien de fois on a appelé je fais pas parents-enfants parce que parents-enfants, il n'y a pas ce degré-là. Les parents envers les enfants, il faut qu'on retrouve la sensibilité d'être frère avec les enfants. Fraternel. Les enfants avec les parents, non. Les enfants avec les parents, il y a cette crainte, mais il faut qu'ils aient ce lien d'amitié. C'est quoi? C'est, j'attends rien de mes enfants. Mais mes enfants ne doivent rien me donner. Rien me donner. Vous imaginez un parent qui compte sur ce que les enfants vont rapporter? J'ai payé. Alors voilà. Il est né. Chérie, il va nous rapporter la CAF, celui-là. Magnifique. Celui-ci il va aller des études de médecine. Ah, il va nous rapporter beaucoup d'argent. Il va être un ingénieur. Waouh! Il n'y a pas un retour sur investissement. Je fais mon devoir d'être père et d'être mère. Et c'est donné sans rien être en retour. C'est ce qu'on appelle l'amitié véritable. Les parents envers les enfants, c'est une amitié véritable, fraternelle. J'attends rien en retour. Comment arrive-t-on à avoir ce genre d'amitié-là? Sans rien attendre en retour, sans avoir aucune raison. On en a beaucoup des amis pour des raisons quelconques. C'est mon ami, c'est le garagiste. C'est mon ami, c'est le cuisiniste. C'est mon ami parce qu'il est cuisinier. C'est mon ami parce que si. On a plein d'amis. L'an prochain, on a tous des téléphones. Non, non. Vous allez voir ce que c'est. Il dit Ravolbé. Nandach Shlomo. Au nom du Savam Slavodka, j'ai adoré cette phrase. Il dit, si tu commences à calculer l'amitié, tu n'as jamais été ami. C'est quoi la réelle amitié? De la même façon que tu dois faire une mitzvah, qui devienne quasiment naturellement, tu dois être ami naturellement. C'est-à-dire, si tu te forces à l'appeler, c'est que t'es pas encore dans le degré d'amitié. Faut que c'est naturel. Je vais l'appeler pour savoir comment il va. Je m'enquière de son problème. Qu'est-ce que je peux faire pour ton bien? De la même façon qu'un parent a la même relation avec ses enfants, on doit retrouver dans l'amitié réelle, ou sincère, ou vraie, ce même degré-là. Une amitié naturelle. C'est naturel. Si c'est calculé, c'est un intérêt. C'est une raison quelconque. Et pour arriver à cela, ça demande du temps. Ça prend du temps, ça se construit. Comment ça se construit? Je vais vous dévoiler un point. Un point ce soir qui est peut-être très éloigné de vos vies respectives. Peut-être même dans la pensée, dans l'idée, ou même dans la réflexion, elle ne va pas se connecter tout de suite à vous-même, mais elle est réelle. Vous savez, lorsqu'on s'assoit pour étudier avec quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une ravruta. Une ravruta, c'est un raver, un partenaire, un ami. Je m'assois en face de lui. Quel est le but que la Torah demande qu'elle se fasse en dualité, à deux? Étudions la Torah seule à la maison. Pourquoi il faut être deux? La Gemara, elle est très excessive sur la dualité. D'ailleurs, elle commence ces mots par Bereshit Bet, c'est deux. Ça doit se faire par deux. C'est-à-dire qu'il faut une amitié, il faut un couple, il faut étudier la Torah ensemble. Pour quelle raison? Pourquoi à deux? C'est compliqué à deux. D'abord, c'est difficile de s'accorder. Dès qu'on est deux, il y a déjà des disputes. C'est très difficile. Quel bien? Le bien de l'autre. Quand on étudie ensemble, la Gemara, elle dit lorsqu'on étudie ensemble, lorsque moi je vais étudier, j'étudie pas pour moi. J'étudie pour que toi, tu tentes vers le bien, et toi, quand tu étudies, tu tends également pour que moi, je tente vers le bien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'on soit amis. On étudie ensemble pour la Torah. L'objectif, c'est la Torah, commun. Et au bout d'un jour, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, quand vous êtes avec le même partenaire d'études, vous imaginez ce que ça fait en termes de vie? Vous connaissez toute sa vie, tous les détails de la vie. Vous n'êtes pas parti en vacances avec lui. Vous avez juste étudié avec lui. Vous avez partagé de l'étude. La Gemara, elle va dire, ça c'est l'amitié véritable. Parce que l'un et l'autre, ils ont voulu faire progresser son voisin. J'ai aidé. J'ai entrepris pour l'autre, pas pour moi. C'est très difficile de se trouver un partenaire d'études. Faites-le à l'école. Combien vous avez d'enfants? Malheureusement, quand ils manquent l'école, qu'est-ce qu'ils font? Je vais appeler un copain, un ami. Et qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10? Il m'a pas donné tous les devoirs. Pourquoi? Parce que parfois, on vit dans la concurrence. Je veux pas qu'il me dépasse. Il est meilleur que moi, il va avoir une meilleure note que moi, alors je donne pas tout. Il m'explique pas tout. Je suis pas encore dans la dimension de l'amitié. Je suis dans la dimension de l'amitié par intérêt. Et c'est ce que veut dire le Savam Slavodka. Lorsqu'on veut être ami avec quelqu'un, il faut que ce soit naturel. Il faut qu'on ait un élan naturel. Pour arriver à ce degré-là de naturel, il faut travailler son comportement.
Un jour, Ravolbé, il demande, tu entends ton meilleur ami et ton pire ennemi parler à ton sujet, derrière une porte. Et toi, tu es derrière la porte, mais personne t'a vu. Et t'entends ton meilleur ami dire, un tel, il est exceptionnel, il est un être incroyable, avec de bons comportements, il a une bonne attitude, il s'énerve pas, il est patient. Et votre pire ennemi dit, ah non, non, pas du tout, c'est un radin, il fait toujours la tête, on peut pas lui demander quoi que ce soit. Et votre meilleur ami essaie de convaincre votre pire ennemi de qui vous êtes sur vous-même. Qui vous êtes? Demande Ravolbeck, quelle va être votre réaction? Il dit, il y a 3 réactions possibles. Première réaction, pour les pieds noirs, pour ceux qui sont nés en Afrique du Nord, il casse la porte, il prend le pire ennemi, un bon coup de poing, et c'est réglé. Tu parles pas comme ça sur moi? Très bien. Deuxième réaction, un peu ashkénaze, je m'en fiche, je rentre chez moi, ça me fait rien. Il dit, ah ouais, ces 2 réactions, elles sont pas appropriées. Alors quelle est la bonne réaction? Je casse la porte, ça va pas, je m'en vais, ça va pas. Je dis rien ou je dis? Qu'est-ce qu'il dit Ravolbé? Il dit, si ton pire ennemi t'a vu de cette façon-là, c'est que peut-être tu as laissé dégager cela chez toi à travers un comportement, une attitude. Ne prends pas tout en compte, peut-être qu'il a extrapolé, mais il y a peut-être un début de vérité. Et apprends à te corriger. L'amitié sincère, avant d'y arriver, c'est est-ce que toi tu es sincère? Tu cherches quelqu'un de sincère en face de toi, mais est-ce que toi tu l'es? Qu'est-ce qu'on recherche véritablement? Et c'est ce point-là qu'on doit travailler, c'est un problème de comportement. Souvent, on veut plein d'amis. Et à la fin, quand on fait le bilan de sa vie, on regarde que on n'a plus personne autour de soi. Mais c'est pas leur faute. Qui tu es réellement? Quelle amitié tu dégages? Qu'est-ce que tu recherches? Veux-tu une amitié où je suis juste ton confident? Imaginez, vous avez quelqu'un à qui vous confiez toute votre vie et vous l'invitez pas à votre mariage ou au mariage de vos enfants. Mais je comprends, tu me confies toute ta vie, je connais toute ta vie. Ah, désolé, je t'ai pas invité. Alors on n'est pas amis. Ah non, monsieur, on est amis. Mais je me confie à toi, c'est tout. Ou alors, on est associés dans le business et vous l'invitez pas à quelque chose de sympathique. Je comprends pas, tu te sers de moi alors. Mais si tu veux mon bien, c'est-à-dire que tu fais attention à ma sensibilité, c'est-à-dire que tu fais attention également à que je n'ai pas de peine, alors tu vas m'appeler, tu vas me dire, regarde, je fais le mariage de mon fils, de ma fille, je peux pas inviter tout le monde, je voudrais t'inviter, et bien, ou alors je t'invite, mais en tout cas, je prends des précautions. Ça devient naturel. Et là, ça rejoint la phrase de l'Agmar au début. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas, ce qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire quoi? Comment tu te regardes? Avec des attentes, une attention. Tu voudrais qu'on fasse en sorte que tu existes, que ton cœur ne soit pas touché. Alors, quelle attitude tu as vis-à-vis des autres? Comment tu amorces cela? Il dit, Ravolbé, l'amitié se construit à travers les midotes, à travers le comportement. Étudier à 2, c'est la plus grande difficulté. Il faut se taire et écouter l'autre. Peut-être il dit une bêtise. Il faut prendre le temps de l'écouter. Peut-être que vous avez un plus grand niveau que l'autre. Il faut avoir de la patience. Ah, on a parlé d'Hillel tout à l'heure, il était patient, on va y arriver. La patience. Un prof, une maîtresse, qui fait le C1 depuis 40 ans. Elle répète la même chose 40 fois. Elle a répété 40 fois. Mais 40 fois pour l'année. Mais elle a dû répéter au moins 50 fois dans la classe. Et elle répète avec la même attente, la même patience, la même bienveillance. C'est un comportement. C'est juste une histoire de comportement. Il y en a qui sont pas faits pour l'éducation. Pas du tout. Sors de l'école, toi, va-t'en. Va faire de la boxe, va faire agent de sécurité, va faire autre chose, mais t'es pas patient. Pas patient. De la même façon, parents, ça se prépare. On n'est pas parents du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est dommage qu'à la mairie, lorsqu'on se marie, on donne le guide du mariage, on donne pas le guide des parents. Il faut apprendre. C'est quoi être parent? Mais c'est quoi l'amitié? Eh bien, c'est un comportement qu'il y a en moi, que je dois construire au quotidien, et laisser de la place à l'autre. Pas quelle place j'occupe chez l'autre. Quelle place je suis capable de laisser chez l'autre. À l'autre, pardon. On a un homme qui s'appelait Yov. Vous connaissez Yov? Job pour les intimes. Yov, il a vécu les pires atrocités du monde. Il a perdu sa femme, ses enfants, son business, la maladie, tout. Il a tout eu. Tout eu.
À la fin, on demande, enlève-lui les amis. Enlève-lui les amis, on va voir s'il reste un croyant. Enlève-lui ses amis, on va voir s'il reste fidèle à ta parole, Hachem. Hachem, il va dire une phrase. Ravruta ou mituta. S'il n'a pas d'amis, il meurt. Ça veut dire quoi dans la définition de ce soir? Pas une amitié parce qu'il m'apporte quelque chose. C'est, je suis ami parce que j'ai quelque chose à t'apporter. Rav Citruc disait une phrase très jolie dans un de ses cours. Il disait souvent, on dit de la vie, qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est une fausse définition. On n'attend rien de la vie. D'ailleurs, on choisit rien dans la vie. Mais qu'est-ce que tu peux apporter à la vie? Qu'est-ce que je peux apporter à lui, à elle, à celui-ci, à celui-là? Ça, c'est la définition de l'amitié de ce soir. Et lorsque maintenant il a cette fameuse personne qui a fait un pari avec un ami et qui débarque chez lui à la maison 3 fois, qui essaie de le mettre en colère. La Gemara nous a montré l'humilité, mais surtout la patience de cet homme-là. C'est un comportement, ça se travaille. Ça demande de passer du temps. Alors, les amitiés superficielles, elles sont jolies, elles servent certes pour notre personnalité et juste pour notre orgueil intérieur, mais c'est pas une amitié sincère. L'amitié sincère, elle se construit de jour en jour, de mois, d'années, à travers des difficultés et des joies, certes, mais pas qu'est-ce que j'ai pris de l'autre, qu'est-ce que j'ai apporté au voisin. Jamais. Alors oui, ça peut être un sens unique, oui, mais ça s'appelle pas une amitié sincère dans les deux sens. C'est une amitié sincère dans un... Oui, on peut être ami avec plein de gens, sincèrement, sans qu'on ait un retour. Mais si j'attends un retour, c'est que c'est pas sincère. C'est naturel. Il y a des gens qui sont naturellement amis. Mais amis, mais ça prend du temps. Aller à l'hôpital, aller voir un malade, aller enseigner à des enfants, aller s'occuper d'un patient, prendre du temps naturellement, des fois gratuitement, je prends du temps avec toi. Apprendre à lire à un enfant, lui répéter 800 fois qu'un aleph, c'est un aleph. Pas au bout de la 3e fois, c'est un aleph. Pourquoi tu t'énerves? Pour toi, tu t'énerves, pas pour lui. C'est pour toi que tu t'énerves. C'est toi que ça énerve, t'es pas patient. Donc l'amitié ici, elle n'existe pas. Il y a écrit dans les lois du Shulchan Aruch qu'un rav, il n'a pas le droit d'être trop exigeant avec sa communauté. Il faut qu'il soit patient. On est des amis. Comment on peut faire tendre la communauté vers le bien? Alors on va essayer d'adopter des comportements. On va mettre des techniques en place, des moyens. Ça, c'est le point numéro 3. Le point numéro 4 que je voudrais dire, excusez-moi, je regarde dans mes notes. Voilà. La Mishnah nous a dit que une amitié, lorsqu'il y a un intérêt, elle a pris un exemple qui s'appelle Amnon et Tamar. Amnon va dire j'aime. La phrase je t'aime, c'est une phrase fétiche. Ou alors frérot. Vous connaissez cette expression, frérot? C'est quoi être frère? C'est-à-dire quoi je t'aime? J'aime ou je t'aime, c'est je veux posséder. Ce n'est pas je te veux du bien, c'est je veux quelque chose pour moi. Et lorsque la Mishnah nous a dit ça dépend d'une chose, ça veut dire dans la vie, tant que tu m'apportes quelque chose, je suis très chaud avec toi. Frérot, je t'aime. Mais dès que tu m'apportes plus quelque chose, alors je t'aime plus. T'es plus mon frère. Dans le couple, ça marche tout seul. Vous allez voir, ça roule tout seul. Quand tu m'apportes quelque chose, ma chérie, je t'aime. Elle t'a pas fait à manger, je te déteste. Pas de l'amour, ça. Ça, c'est de l'intérêt. Ça, c'est un Tamar. Quelle était la définition de l'amour sans intérêt? C'est David et Jonathan. David et Jonathan. C'est quoi le symbole? Jonathan, il risque sa sécurité pour David Améler. Jonathan, il risque sa position. Son image risque d'être altérée. Et qu'est-ce qu'il dit? Fidèle à David, je reste, même si ça me coûte. Je vais apporter du bien à David Améler.
Si ça dépendait d'une chose, alors j'aurais pris mon intérêt et j'aurais abandonné David. C'est-à-dire que parfois, il faut prendre des risques dans l'amitié. Même sur soi. Ça demande un investissement personnel. C'est quoi un vrai ami? Ce n'est pas celui qui rit avec toi. C'est faux. Celui qui rit, on sait faire des... Mais c'est celui qui reste même, pas même. C'est celui qui reste quand il n'y a rien à gagner. Je suis pas là pour prendre. Je suis là pour donner. Alors ce soir, vous avez vu déjà 4 définitions. Vous allez en faire des calculs dans vos têtes, à dire avec qui j'ai été ami comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous apercevez qu'en fait, il reste plus grand monde dans votre répertoire. Et peut-être que vous allez faire du tri en sortant. Il y a plus personne. Ah, ça va pas, Hachem, merci mon Dieu. Travaillons le côté négatif de l'amitié par intérêt, puisque c'est ce qui caractérise bon nombre d'entre nous. C'est qu'est-ce que l'autre m'apporte. Tout d'abord, il y a 3 racines à ça. 3 racines, ça veut dire qu'il y a 3 comportements. De 1, c'est le besoin. C'est-à-dire, je suis ton ami parce que j'ai besoin de toi. Tu m'apportes quelque chose, ça peut être un besoin affectif, ça provient de l'enfance. Besoin d'aide, parce que j'y arrive pas. Besoin d'être porté. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème comportemental chez un être et déverse une amitié sur autrui. Et c'est ce qu'a dit Ravolbé. Pour arriver à corriger cela, eh bien, il faut travailler son comportement, soi-même. C'est un exercice de tous les jours. Allez vous asseoir avec quelqu'un, apprenez-lui les mathématiques. 1 heure. Mais faites-le non pas en temps payé, faites-le gratuitement. Vous allez voir. L'heure, elle va passer hyper lentement. Asseyez-vous avec vos enfants. 1 heure pour leur faire du français. Mais t'as pas compris, je comprends pas. Mais t'as pas compris. Demande à ta mère. J'ai abandonné. Pourquoi j'ai abandonné? Maintenant, on fait le même exercice avec un autre enfant et vous êtes payé 40 € de l'heure. Ah là, je suis assis, mon garçon révise, apprend. Pourquoi? L'intérêt, c'est les 40 €, c'est pas l'enfant. Si, je vous le dis. Et avec nos enfants. Avec nos enfants, oui. Pas avec les enfants des autres. C'est ce que je voulais dire. Non, vous avez pas entendu. Avec mon enfant, il y a une question d'affect. Donc pourquoi je m'énerve? Parce que je voudrais qu'il réussisse et ça, mais j'ai pas la patience. Mais s'il y avait eu un intérêt, à contrario, lorsque je suis avec l'enfant d'autrui et que je suis payé 40 €, tout d'un coup, j'ai de la patience. Tout d'un coup, je prends sur moi. Tout d'un coup, je suis d'un autre côté. Il dit Ravolbé, c'est justement. Bravo. Ça demande un comportement. Ça demande un comportement préalable. C'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour l'éducation. Ah ben voilà. C'est le point de départ, donc c'est un problème de comportement. L'amitié ne se joue pas avec qui j'ai en face de moi, c'est qui je suis en face de l'autre. Souvent, on regarde le voisin en disant, lui, c'est pas un bon ami, mais toi, qui tu es? Donc tout d'abord, c'est j'ai besoin de la personne. Le deuxième point, c'est l'image. Je suis ami avec toi parce que tu me valorises. T'as vu combien j'ai sur mon compte Instagram? T'as vu avec qui je suis ami? Arthur. Ah, c'est bien. Omer Adam, s'il vous plaît. Ou alors, tu me fais sentir que je suis important à tes côtés. C'est l'histoire que j'ai racontée au début du cours entre cet enfant d'une famille défavorisée et un enfant qui était d'une famille très aisée. Il se collait à lui. Pourquoi? Parce que je me sens important à tes côtés. C'est l'image que tu renvoies. Tu me donnes une place. Lorsque vous dites à quelqu'un, je suis ami avec Omer Adam. Pourquoi tu dis ça? Ça te donne une place importante. Mais est-ce qu'Omer Adam est ami avec toi? Troisièmement, le profit. Je suis ton ami parce que tu m'ouvres des portes. Lorsque vous rencontrez un, j'ai un ami banquier. On n'est pas ami avec le banquier. C'est faux. On est amis parce que le banquier, il a un intérêt. Enfin, les deux, ils ont un intérêt. Il est banquier, il ouvre des crédits et lui, il prend sa commission. Très bien. Quand tu peux plus me donner, quand le banquier peut plus donner, qu'est-ce qu'on fait? Change de banque. On n'est pas des amis. Je travaillais à la banque dans une ancienne vie et je peux vous dire, j'ai ouvert des comptes à tous mes amis. Quand j'ai quitté la banque, ils sont plus restés dans la même banque. C'était bizarre. Mais ils ont ouvert des comptes, pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'avec avec un ami banquier, il y avait des passe-droits. Bon, il y en a qui ont déchanté, mais c'est pas grave. Non, c'est que de l'intérêt.
Je voudrais terminer le cours en vous disant que ces 3 points-là, c'est également du comportement. Une amitié intéressée, elle dépend de ces 3 pôles, le besoin, l'image, le profit. Et on doit travailler en fait sur soi-même, pas sur l'autre. Chacun doit regarder midi à sa porte. Chacun doit faire en sorte de faire le travail soi-même. Mais maintenant, comment on découvre les signes de l'amitié qui dépend d'une chose et l'amitié qui dépend de rien? C'est quoi les signes? Alors les signes sont évidents. Les signes sont évidents. Il a dit ne fais pas à l'autre, elle, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ce que tu détestes, ne le fais pas aux autres. Il y en a qui apparaissent que quand ils ont besoin de quelque chose. Vous connaissez ça sur le téléphone? Oh, ça fait longtemps qu'il m'avait appelé. Vous êtes contente, vous êtes content. Il m'appelle. Allô, comment vas-tu? J'ai essayé de te joindre 50 fois, tu n'as pas décroché. Oui, c'est vrai, j'étais très occupé. Mais regarde, tu tombes bien, je t'ai appelé parce que j'ai besoin d'un service. Ah, lui, l'amitié par intérêt. Deuxième point qui dépend d'une chose, c'est que tu penses que si tu donnes pas dans l'amitié, tu vas perdre l'affection de l'autre. Alors tu te sens en permanence redevable de donner sans cesse, sans cesse. Ça, c'est une amitié très néfaste. C'est ce qu'on appelle parfois les pervers narcissiques qui font ça. Ils sont là pour recevoir, mais pas pour donner. Et alors toi, tu es là et tu es pris en otage. Enfin, le 4e point, c'est une amitié qui dépend également d'une chose, c'est la personne ne supporte pas ta réussite. Ça, c'est une amitié. Exactement. Il en existe beaucoup. Quand tu réussis, il est plus là. Mais même dans la difficulté, parfois, il y a des gens qui sont plus là. À l'inverse aussi. Combien de gens qui restent à nos côtés quand c'est difficile? Un jour, il y a un rave qui a traversé une période très très difficile dans sa vie, au temps de la Shoah, très très difficile. Et voilà que tous ses élèves, c'était ses amis, ses enfants. Au temps de la Shoah, c'était on part pas, on reste pas. Où allons-nous aller? Qu'est-ce qui va se passer pour nos vies, pour nous, pour le cercle que nous sommes? Et le rave, qu'est-ce qu'il fait? Le rave, on lui trouve un billet d'avion et les élèves disent au maître, partez maître avant que la guerre vous emporte. Le rave a son billet d'avion, son billet en bateau, il devait partir en bateau. Il arrive devant le quai pour prendre le bateau. Il prend le billet, il le déchire. Il dit, moi, je m'en sors. Et eux, ils restent? Non. Je retourne. Il est allé voir la yeshiva. Il leur a dit, je reste avec vous. Rav, vous devez partir. Il dit, non, je vais peut-être vous apporter quelque chose et que sans moi, vous ne l'ayez pas, alors je reste avec vous. Puis en tout, la yeshiva va voyager, va être sauvée par l'intermédiaire du Rav. Et je crois que c'était environ 30 000 personnes à la fin, ou 13 000 personnes qui ont été sauvées, je crois, qui ont pu se sauver de l'Allemagne nazie. Tout ça parce que parfois, il faut pas abandonner le navire. J'ai aucun intérêt ici. J'ai aucun intérêt. Maintenant, quelle est l'amitié d'une relation sincère? C'est stable dans le temps. Ça dure longtemps. Ça fait 40 ans qu'on est amis. Et là, quand vous regardez dans le passé, vous dites, avec lequel je suis ami depuis très longtemps. Très, très longtemps. Respect de tes limites. Il te connaît, il connaît ta sensibilité. C'est-à-dire, il ne fait pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, il respecte tes limites. Capacité à entendre. Ça, c'est la Ravruta, le partenaire d'études. Combien on est capable d'entendre le voisin? Vous savez que dans l'amitié, il y en a souvent un qui parle plus que l'autre. Vous avez remarqué ça? J'ai quelque chose à te raconter. Et l'autre, il écoute. Punaise. Il a une oreille sympathique, lui. Et d'ailleurs, parfois on le présente, cet ami-là, qui a une oreille sympathique. J'ai une amie, elle est sympathique. J'ai un ami, il est super sympa. Il peut tout entendre. Va lui parler, il est sympa. C'est le bureau des pleurs. Voilà. Capacité à entendre le voisin. Capacité à entendre l'autre à dire quelque chose. Et parfois, c'est être capable d'entendre un non sans se formaliser. Mon ami m'a dit non. M'a dit c'est pas bien. Souvent on est amis parce qu'on est dans le même sens. C'est une erreur.
Si on est réellement amis, freine-moi. Si on est réellement amis, tu dois me vouloir du bien. Deux amis qui boivent, c'est l'exemple le plus concret. Deux amis qui boivent. Non, pardon. Un ami qui dit à l'autre, vas-y, bois, bois, bois. Et après, prends le volant. C'est pas de l'amitié, ça. Viens, on s'est amusé, on a fait la fête. On n'est pas des amis. Un ami, c'est qui dit à son véritable ami, enlève ce verre-là de ta main. Après, tu conduis. Mais laisse-moi faire la fête. Non, je suis ami. Je t'aime. C'est qu'est-ce que je peux t'apporter de bien? Bien sûr, à la fin, il ne faudra pas dire, je lui ai sauvé la vie. Ça, c'est j'ai un intérêt. Je prends les médailles. Non. Je te veux du bien. Un autre principe d'une amitié qui est sincère. Vous avez deux amis. C'est une histoire exceptionnelle. Vous avez deux amis un jour qui sont dans un concours pour une place. Une seule place. Être en compétition. Il y a une seule place de disponible. Les deux font le concours. Et voilà que les deux, ils révisent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils étudient ensemble. À la fin, il y en a un des deux qui réussit. Il dit Rav Zilberstein, quelle était la réaction de celui qui a échoué et quelle était la réaction de celui qui a réussi? Celui qui a échoué, il a une joie véritable que son ami a réussi. C'est qu'en fait, il n'était pas en compétition. Je t'aime, je te veux du bien. Si c'était pour toi, c'était pour toi. Il te reprend avec douceur, il t'aime, il ne t'utilise pas. Tout ça sont les définitions d'une amitié sincère. Pour arriver à ce degré-là, et on va terminer le cours maintenant, la Torah ne veut pas qu'on devienne froid. La Torah ne veut pas qu'on devienne des personnes finalement sans cœur, ou en étant des calculateurs, avares, juste pour prendre, être comptable de l'amitié. Lui, je l'appelle parce qu'il me rapporte ceci, lui, je l'appelle parce qu'il me rapporte cela. Non. La Torah, elle veut que l'amitié, elle se dessine autour de valeurs concrètes, mais unanimes. Toi et moi, nous partageons le même centre d'intérêt. Vous savez, une fois, Ravolbé, il a reçu un élève avec sa femme. Ils se sont pris la tête. Je vous l'actualise un peu l'histoire. Parce qu'ils sont allés chez Ubaldi. Ils voulaient acheter un frigo. L'un a voulu un frigo, dernier cri. Et lui, il voulait un frigo, autre. Ravolbé, il lui a demandé à l'élève, tu te prends la tête et tu viens chez moi pour un frigo? Pour ça? Qu'est-ce qui se passe? L'élève, il dit, oui, ma femme, elle veut celui-là, moi, je suis là, comment on accorde? Il dit, dis-moi, qui c'est qui va l'ouvrir toutes les 15 secondes, le frigo? C'est toi ou c'est elle? C'est elle. Alors, laisse acheter le frigo qu'elle veut. Cette histoire-là, elle est sympathique, mais elle en dit long. C'est quoi l'objectif commun de l'un et de l'autre? C'est quoi le bien que tu veux à l'autre? Quand les époux vont faire les courses ou l'électroménager, je t'ai pris, chérie, une table de cuisson. Chérie, je t'ai pris une table de cuisson. Ça veut dire rien dire. Mais tu lui as demandé la taille, le comment, les feux. Je sais pas si tu veux son bien. Chérie, ou prends ce que tu veux, ou je viens, je t'accompagne et tu prends ce que tu veux. Si c'est elle qui cuisine, si c'est l'inverse, ça sera dans l'autre sens. Je te fais les courses. Il n'y a pas plus grave qu'un mari qui fait les courses à sa femme. Pourquoi? Je t'ai demandé d'acheter du potimarron. Il a pris des pommes de terre. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi on n'a pas le même objectif? Veux-tu le bien de l'autre ou tu veux ton bien? C'est quoi ton bien? J'ai gagné du temps, j'ai pris des pommes de terre. Je veux ton bien, j'ai économisé sur l'argent. Je veux mon bien, je vais économiser sur l'argent. Tout cela provient d'un problème de comportement. Et pour conclure, l'amitié, parfois il faut la regarder aussi sous un œil, ce qu'on appelle divin. Pas nous, mais il y a le regard divin dessus. Il y a écrit dans l'Amida, Sim Shalom Tova Uvracha. Place la paix, la bonté, la bracha. On demande à Dieu de placer la paix. La paix entre qui et qui? La paix entre deux êtres, entre un homme et sa femme, ou bien entre deux amis. Il faut placer la paix. Il y a toujours des problématiques. Place la paix. Il dit Ravolbé à ce sujet, quand tu as un ami qui te fait la guerre, qui te contredit, tu vas te remettre en question que c'est peut-être le bon Dieu qui est en train de te faire la guerre. Peut-être le bon Dieu s'il t'envoie un petit message.
que tu dois prendre en compte. Peut-être qu'ici, il t'envoie un petit SMS. Attention, un petit bémol. Alors toi, tu voudrais une amitié où c'est un long fleuve tranquille, ciel bleu, il se passe rien, il me contredit jamais, et on rigole tout le temps, il n'y a aucun problème à l'horizon. C'est pas ça la réelle amitié. La réelle amitié, c'est celui qui veut le bien de l'autre en toutes circonstances. Même si ça fait mal. Même si à l'apparence, ça fait mal. Savoir dire non à l'autre. C'est-à-dire là, tu dépasses tes limites. Savoir dire à l'autre, je te veux du bien, prends cette voie-là. Bien sûr, avoir toutes les caractéristiques qu'on a dit préalablement. Je suis pas en compétition avec lui. Comme il existe dans l'amitié de gens qui ont voulu aller en couple avec un tel, et ils disent à l'ami, non, cette fille, elle est pas bien pour toi. Et en fait, c'était pour lui. Combien ça existe? J'ai intérêt à la chose. Pour arriver à ce degré, à ce niveau, il faut avoir une grande émouna Hachem. Et étudier les lois du comportement. Les lois du comportement. Nous avons tous des comportements. Tous. Mais ils sont souriants, pas souriants. Bienveillants, pas bienveillants. Attentionnés, pas attentionnés. Radins, avares, généreux. On a tous plein de comportements. Colériques, patients, effrontés. On a beaucoup des comportements. Et par contre, on a plusieurs visages. Il dit Ravolbé, on ne peut construire l'amitié que si d'abord on se travaille soi-même. Le réel ami, c'est celui qui d'abord a travaillé sur lui pour pouvoir apporter à l'autre le bien qu'il lui faut. Voilà, mes chers amis, ce qu'est une amitié réelle et sincère. Alors, peut-être que ce soir vous attendiez à autre chose, mais en constituant, en préparant le cours, je me dis qu'est-ce que je veux pour mes amis? Alors, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais là, ça aurait été personnel. Et vu que l'amitié, c'est donner à l'autre, donner du bien, alors on essaie de faire le cours dans ce sens-là. L'amitié, encore une fois, c'est pouvoir donner tout le bien que l'autre mérite. Et qu'est-ce que je peux apporter pour qu'il atteigne son objectif? Alvaï. Et comme j'ai ramené hier dans un des cours, il existe une mitzvah sensationnelle qui s'appelle la mitzvah de Maaser. Maaser, c'est donner 20% de ce qu'on gagne, 10% pour les gens moyens, moins que 10, c'est radin. Et il écrit Rav Dessler, Hachem, il a créé le riche pour qu'il puisse faire une mitzvah de donner aux pauvres. Ça veut dire que Hachem a voulu quelque part créer cette différence pour faire une mitzvah aux riches dans le cas de celui qui est nécessiteux. Il écrit Rav Dessler, si tous les gens qui ont les moyens donnaient le maaser, il n'y a plus de pauvres dans le monde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton bien ou tu veux le bien de l'autre? On a tous à apporter quelque chose à l'humanité et à l'humain en général. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Y a-t-il des questions? Il y a des questions? Pas de questions, Khazak. Très bien. Oui. Non, ils sont pas restés amis. Leurs chemins se sont séparés.